Je propose de commencer on appelle ça une table ronde, alors qu'en fait, c'est pas rond du tout, mais un peu moins institutionnel sans doute que les rendez-vous précédents, lié de manière très, j'allais dire, charnelle au Festival des Francophonies et au monde artistique en général. Et donc, j'ai proposé à 5 personnes que vous voyez ici, là, d'apporter un regard, pour le coup, on va dire, direct, sans langue de bois, ni officielle, et peut-être de parler du réel des artistes dits francophones et de leurs problèmes et de leurs questions et de leurs besoins. J'ai fait exprès d'inviter des artistes qui sont issus aussi bien de la francophonie dite du Nord que du Sud, car je crois que c'est un peu dans l'ADN du Festival des Francophonies, et je trouve que c'est sa fierté, de n'avoir jamais fait un sort particulier spécifique aux artistes du continent africain ou des Caraïbes, mais d'avoir toujours invité à égal respect de leurs actes artistiques et de leurs propos, des artistes qui viennent de pays, disons, où les moyens d'accompagnement des artistes sont un peu plus importants, où peut-être la liberté de création parfois aussi est plus avérée, et que c'est ce dialogue entre, on va dire nord et sud si on veut simplifier les choses, mais entre tout ce monde qui fait la richesse et la diversité de nos scènes, de faire en sorte qu'ils se sentent accueillis à égalité d'intérêt et d'attention du public. Donc, pour ma part, je pense que réfléchir à la question des artistes francophones sur les scènes françaises, je m'adresse à Xavier, demande justement de ne pas faire un sort spécifique. Donc, j'irai un peu à contrario de ce point de vue, et qu'au contraire, ce soit une diversité de présence et de dialogue et de rapport à la langue et de rapport au monde qui se côtoient, et qu'il n'y ait pas finalement, justement, de regard focalisé sur particulièrement Haïti parce que c'est Haïti, ou le Burkina parce que c'est le Burkina. Ce sont les gestes artistiques qui nous importent, et ce sont les langages artistiques dans leur renouvellement, dans leur créativité, qui nous enrichissent, nous Français, et qui s'enrichissent mutuellement. Et c'est aussi ça l'intérêt d'avoir des artistes francophones sur nos scènes, c'est ce dialogue avec les Français, avec chacun dans son origine et dans ses compétences particulières. Voilà. Donc c'est un petit peu... personnellement, je l'ai reçu, le rapport, mais avec le festival, je n'ai pas eu le temps de le lire. Donc c'est à l'aune des remarques qui ont été faites à cette table que je me permets de dire que il est peut-être quand même plus, enfin, de notre point de vue, il faut faire attention à garder justement ce regard transversal. D'autre part, il y a aussi une solidarité entre les artistes qui existent, des compagnonnages, et qui ne sont pas là du tout présents, me semble-t-il, dans le projet. Cette attention à des projets partagés, et j'en veux la preuve de projets qui ont lieu, par exemple ici, pour le projet Par tes yeux, qui a associé un auteur et des comédiens de Montréal, un auteur et des comédiens du Cameroun, un auteur et des comédiens de la région Aquitaine. Je crois que nous devons faire attention à laisser émerger, sans coup de pouce particulier, mais avec une attention bienveillante et des moyens appropriés, des projets qui ne sont pas formatés francophones, parce que ce sont finalement des artistes qui se rencontrent, qui se reconnaissent, qui se découvrent et qui décident de travailler ensemble. Et ça, je crois qu'il faut faire très attention à ce qu'ils ne soient pas enfermés dans une étiquette francophone à soutenir. Non, ce sont les actes artistiques eux-mêmes que nous devons aider à émerger et qu'il faut médiatiser, pour lesquels il faut faire organiser des rencontres avec le public. Mais vraiment, j'aime pas trop ce mot de ghetto parce que je le trouve abusif et qu'il n'est pas juste. En revanche, je pense que nous devons être largement ouverts dans nos esprits, dans nos programmations, à ces coordinations d'énergie, à ces rencontres, et qu'au fond,
Bien sûr, elles ont besoin de soutien spécifique, mais j'aimerais bien qu'on ne soit pas trop labellisé, qu'on ne soit pas trop partant vers des lieux dédiés, etc. Le Festival des Francophonies a beau avoir ce nom-là, je dirais qu'au fond, je suis finalement incapable de définir ce que c'est que la francophonie. En revanche, je connais les besoins des artistes francophones au jour le jour et dans leur créativité quotidienne. Donc je pense que c'est un peu ça, mon point de vue. Enfin, une dernière remarque. Je me souviens que dans cette année des francophonies avec 3 F qui avait lieu en 2006, Dany Laferrière avait fait un papier absolument hilarant dans Le Monde, disant que la France devait être vraiment bien mal partie pour avoir besoin d'un Haïtien pour redorer son blason à l'international. Et je trouve que ça reste d'actualité, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à ça aussi. On est là dans une préoccupation, je dirais, de diplomatie culturelle, qui n'est pas la vôtre. Hein. Je sais que Xavier et Paul, vous n'étiez pas dans cette préoccupation, mais nous sommes tout le temps, je crois, avec les artistes présents ici et d'autres, dans un autre univers, dans un univers imaginaire, de recomposition finalement des rapports humains, de découverte de formes d'expression. Et je ne pense pas que chaque matin, Gerty ou Marcel Dubois, puisque je vais tous les présenter, se disent « je travaille pour la francophonie » ou « dans la francophonie ». Non, voilà. Donc, je vous présente Guy Régis Junior, qui vient donc de Port-au-Prince, qui dirige le Festival des 4 Chemins à Port-au-Prince, et avec lequel nous avons collaboré nombreuses fois. Marcel Dubois, qui vient de Montréal et qui a créé le festival du Jamais Lu, avec lequel aussi nous travaillons très régulièrement, et qui est présente à Théâtre Ouvert d'ailleurs très prochainement. Gerty Dambury, qui vient de Guadeloupe, qui fait parler beaucoup d'elle en ce moment avec un autre groupe de gens au sein du collectif Décoloniser les Arts. Voilà, en vente à la librairie du festival. Il y en a, je crois qu'ils sont un peu en rupture de stock, hein, ça se vend bien. Hein. Ouais. Hassan Kouyaté, donc artiste, metteur en scène, actuellement directeur de la scène nationale Tropique Atrium à la Martinique, et qui est le futur directeur du festival, en tout cas dès le mois de janvier. Et de l'autre côté, qui a les genoux coincés, mais qui souffre en silence, Pascal Brulmans, auteur de Montréal, invité à plusieurs reprises au Festival des Francophonies, qui connaît bien la Maison des auteurs et qui présente dans le festival Petite Sorcière. Voilà. Donc, ayant fait mon introduction, je vais vous demander qui est-ce qui a envie de prendre la parole d'ailleurs en premier. Je peux me lancer. J'ai pris des petites notes. Je peux me lancer peut-être parce qu'effectivement, on a mis la francophonie du Québec un peu dans une autre sphère dynamique, disons, qui est pas tout à fait fausse. Je suis assez d'accord sur la position privilégiée du Québec, puisque moi, je l'appelle un peu le terrain neutre de la francophonie, en fait. Comme programmatrice au Festival du Jamais Lu, comme artiste, parce que aussi à la base, je suis autrice, metteur en scène. Je me rends compte que c'est pas du tout le même rapport parce qu'on me le dit, en fait, quand j'invite des artistes des différentes francophonies, des différents pays francophones. On arrive de façon beaucoup plus décomplexée, moins dans l'idée de bien faire pour plaire ou de ne pas froisser le dialogue ambiant sur la francophonie, mais il y a quelque chose de beaucoup plus relâché, je dirais, dans cette dynamique-là, qui est peut-être effectivement une place privilégiée. Par contre, c'est aussi parfois, je vais dire, un désavantage, puisque ça fait que, au niveau politique, au niveau de la vision artistique, au niveau des structures, du financement, c'est pas vraiment une préoccupation, alors que ça devrait l'être, à mon sens, puisque notre enjeu en tant que francophone, il est peut-être pas dans un axe de décolonisation, pour reprendre le terme de Gerty, mais plutôt dans un axe de résistance, parce que pour moi, appartenir à la francophonie, c'est d'abord et avant tout exister à côté de l'anglophonie. Défendre le fait francophone en terre américaine, c'est m'assurer que la culture,
la vision, la langue, l'histoire qui est celle du Québec, des Canadiens français aussi, parce qu'on parle beaucoup du Québec vu que c'est la seule province majoritaire, mais il y a aussi plusieurs communautés francophones canadiennes très isolées dans le Canada. Nous, avec le Festival du Jamais Lu, on fait un travail certain avec eux, vous en faites aussi. Et c'est particulier le fait francophone dans le reste du Canada par rapport au Québec, il y a toujours eu des petites tensions. Mais donc, appartenir à un ensemble francophone, c'est élargir le bassin de circulation, c'est élargir la rencontre et avoir cet acte de résistance qui se perpétue dans le temps. Deuxième importance pour moi, ou enfin deuxième chose qui me motive, autant en tant qu'artiste que, là je prends un peu plus ma casquette de directrice de festival, qui est le Festival du Jamais Lu, juste pour vous situer, c'est un festival qui présente des écritures émergentes essentiellement, et inédites, et depuis une dizaine, en fait le festival a maintenant 18 ans, et depuis une dizaine d'années, on a fait cette ouverture-là et on travaille, on cherche à se positionner de plus en plus justement comme le pôle des écritures des différentes francophonies en Amérique du Nord. C'est notre vision à long terme. Et donc, pour moi, cette volonté-là, cette inscription-là, je la fais dans le désir de témoigner des mutations du monde. On en a un peu parlé tout à l'heure dans l'autre table ronde, un peu comme si, par contre, je ferai une nuance où je l'ai reçu, peut-être c'est pas comme ça qu'on voulait dire, mais je l'ai reçu comme si le monde allait être bousculé par l'extérieur au lieu de l'intérieur. Pour moi, en tant que programmatrice, je pense que c'est notre travail de chercher les paroles qui bousculent, autant à l'intérieur de notre société qu'à l'extérieur. Donc, pour moi, faire de la place à toutes les voix qu'on entend moins, que ce soit la nouvelle génération, que ce soit la parité, que ce soit les voix autochtones chez nous, que ce soit les gens de première, deuxième, troisième immigration qui changent la démographie, à qui on doit faire de la place sur les tribunes, ou que ce soit l'autre qui vient d'ailleurs, c'est le même geste artistique pour moi. Il n'y a pas de différence entre programmer un jeune auteur jamais entendu et programmer Guy Régis qui viendrait au festival et qu'on ferait découvrir à notre public. C'est cette même pulsion de, oui, transformer le monde, de le faire bouger, mais dans un grand vivre ensemble, et non pas une dualité ou comme tu as bien nommé au début. Donc voilà, c'est ce que je dirais d'emblée. On peut creuser ensuite. En fait, moi, j'ai écrit ce que je voulais dire parce que après, je m'enflamme. Voilà. Alors, le thème, c'était création, langue et conscience francophone, et moi, j'ai fait mon devoir là-dessus. Et je me suis arrêtée sur le dernier terme de la question. C'est ça qui retient mon attention, évidemment, la conscience francophone. Vous vous en doutiez certainement. Donc, pour moi, qui suis créatrice créolophone, baignant dans un bassin caribéen, hispanophone, anglophone, créolophone et avec quelques traces de hollandais, mais si peu francophone, je me pose la question de la façon dont la francophonie est vécue par différentes populations. Il y a dans mon pays, la Guadeloupe, et un peu aussi la Martinique, il pourra en parler, Hassan, des populations qui vivent de manière contradictoire la francophonie. Il y a des gens qui manifestent une fascination pour la langue dans certaines couches de la population, en particulier dans la classe moyenne, et qui usent même de cette langue avec une certaine préciosité. Il y a une autre part de la population qui se débat avec une langue qu'elle manie avec difficulté et qui la triture, la module, lui donne un autre visage. Et enfin, il y a une part de la population qui s'oppose politiquement à cette langue française et à sa domination administrative. Des gens qui sont des militants de la langue créole et qui défendent une création musicale, romanesque et poétique uniquement en créole. Il y a des gens qui écrivent des romans en créole et qui n'imaginent pas qu'ils écriraient un jour un roman en français. Comment créer avec tout ça? Moi, je vis entre ces deux langues, toutes ces langues. J'écris en français, j'écris en créole et quelquefois j'écris en anglais puisque
je suis anglophone depuis l'âge de 7 ou 8 ans et que j'ai été prof d'anglais pendant de très nombreuses années. Je ne vous dirai pas, ça vous dirait mon âge. Donc, comment est-ce que ces 3 types de travaux sont accueillis? Ma création en français est accueillie ici, dans l'Hexagone. J'éviterai de dire la métropole, ça nous renverrait à un certain colonialisme. Dans l'Hexagone et en Guadeloupe, accueillie aux 2 endroits. Ma création en créole, essentiellement de la poésie, est accueillie uniquement au pays, c'est-à-dire en Guadeloupe. Entre autres, mes textes sont utilisés pour l'enseignement du créole à l'école. Quant à l'anglais, certains de mes textes sont publiés dans des revues de la Caraïbe. Donc, l'utilisation de la langue créole dans mes textes répond à mon besoin d'expression et je ne me gêne pas pour mêler ces 2 langues. Donc, la question que je me pose toujours quand je suis en train de créer, c'est de savoir comment je me demande pas, voilà, je vais écrire en français parce que je défends la langue française ou en créole parce que je défends la langue créole, mais comment est-ce que les langues entre elles se bousculent? Comment est-ce que ces langues, les 2, les 3, y compris parce qu'il m'est arrivé de faire des traductions, par exemple du prophète de Khalil Gibran, en créole, mais depuis l'anglais. Puisque précisément la proximité entre le français et l'anglais et le créole, était quelquefois telle que finalement ça devenait du français au lieu d'être du créole. Donc comment s'éloigner du français pour donner toute sa mesure à la langue créole? L'anglais m'a servi à ça, entre autres, quelquefois. Donc, comment est-ce que je peux me servir de cette langue, de mes langues, de cette langue créole en particulier, sans qu'elle soit forcément présente comme telle dans le texte, mais comment je peux me servir de ma créolophonie pour bousculer la langue française. Et c'est une exigence permanente. Par exemple, vous allez voir que Marie-Agnès nous a invités à venir ici faire un séminaire. Qui est une rencontre littéraire, à caractère littéraire. Cette rencontre se fait on aimerait qu'elle se fasse dans 5 langues, mais elle se fait pour l'instant seulement dans 4. C'est de l'anglais, du français, de l'espagnol et du créole. C'est-à-dire que nous faisons un travail sur la Caraïbe. Et donc, la question de la France posée dans la Caraïbe et de la langue française présente dans la Caraïbe, elle se pose différemment. Elle se pose absolument différemment. Et c'est ça qui m'intéresse dans cette création. Donc, les gens vont venir au Festival de la francophonie, voir le Sénat, et puis peut-être que le premier texte sera en espagnol, ou peut-être qu'il sera en créole, ou peut-être qu'il sera en anglais, pour l'instant on n'en sait rien, ou peut-être en français, puisque quand même cette langue existe. Et voilà, ça va peut-être bousculer, interroger, mais pourquoi, comment, et voilà, d'une certaine façon, c'est là où je me situe, parce que je suis à la fois française, par mes papiers, par l'histoire, etc., mais je suis également toutes ces choses-là, parce qu'on est dans la Caraïbe. Tu peux regarder tes notes ou non? Oui, si tu veux, mais tu comprendras pas grand-chose. Tout ça pour dire que c'est pas la première fois que j'ai eu à parler d'être francophone, et que ce qui me plaît aujourd'hui dans ce rapport avec la langue française, c'est plutôt la relation que j'ai avec certains auteurs. Je me dis que venant de Port-au-Prince, où de plus en plus, et déjà je pense quand j'étais petit, il y a des îlots francophones, parce que
parce que vous voyez beaucoup d'écrivains, vous imaginez qu'il y a beaucoup de francophones, mais en fait, il y a très peu de francophones. Et j'ai été élevé moi-même dans un environnement complètement créolophone. Et le rapport que j'ai eu avec cette langue a toujours été par les livres. Et je continue, en étant écrivain, à tenir à avoir ce rapport-là, notamment quand je commence à écrire un texte, je me dis vers quel écrivain je devrais aller. J'écris Mourir tendre, il faut absolument que je relise Racine et que ce soit à ma table et que je revienne sur toutes les pièces. Quand j'écris Reconstruction, ça a été un dialogue avec Molière, beaucoup, à côté du lit. Quand il s'agissait de ne pas écrire du tout, je traduis. Et c'est, pour ceux qui me connaissent, ça ne va jamais s'arrêter, ce rapport avec Proust, que je traduis en créole, mais que je tiens, justement, je reviens absolument dessus, et que je finirai jamais, selon Paul. Et que même ce rapport-là avec les écrivains francophones eux-mêmes, quand je vais vers d'autres écrivains, je les lis en français forcément. Quand je lis Heiner Müller, c'est en français. Ou quand j'ai voulu écrire les 5 fois où j'ai vu mon père, j'ai lu Kafka, Lettre à mon père, et j'ai lu Simon, Lettre à ma mère. Et je suis toujours dans ce dialogue infini, vu que là d'où je viens, quand je vais dans un bar, on ne va pas parler français, on va parler créole. Et voilà, c'est ça que je voulais vous dire, et que je trouve que en tant qu'auteur, c'est ce qui, moi, Enfin, c'est de cela que j'ai envie de parler. J'ai envie de parler de Perse, parce que je sais que dans la Caraïbe aussi, on s'entoure de piliers quand on écrit, en tout cas en ce qui me concerne, et des écrivains haïtiens que je connaisse, on a envie d'être à la même table que Perse. On a envie d'être, peut-être pas à la même table parce qu'il n'était pas si gentil, mais en tout cas, ce qu'il écrit, on aimerait avoir ce pilier-là à côté. On aimerait avoir Césaire à côté aussi. Chamoiseau, qui est un écrivain, un excellent écrivain. Voilà, même voir Kourouma. Voilà. Voilà. Exactement. Je ne sais pas s'il y a des femmes. Ah oui, merci. Ben, bien sûr, j'ai dit qu'il y a des femmes. Heureusement. Merci d'apporter une petite couche d'humour. Je peux dire Marie Chauvette si tu veux. En tout cas, de s'entourer de ces piliers-là, très, 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 très important, et de continuer le long dialogue avec cette langue-là, puisque j'ai jamais pu lire comme Jarty en anglais. C'est pas que j'ai pas envie mais c'est juste que je pense que même si je connaissais d'autres langues, j'entretiendrai toujours ce rapport-là avec la langue française à travers les écrits. Merci. Je vais commencer par vous dire qu'un jour, un ami m'a dit que je suis auteur, en fait, et je ne suis qu'auteur. Je n'ai pas de festival ou de lieu de direction ou quelconque. Et donc, un ami m'a dit un jour, on écrit principalement parce qu'on a un problème de communication. Et je crois que c'est vrai, donc je vais essayer d'être clair autant que faire se peut.
En 1995, le président Sarkozy est venu au Québec nous dire, la dernière fois qu'un président français s'est adressé au Québec, c'était Sarkozy en 1995, pour dire que il était fini le temps de la bienveillance de la France par rapport au Québec en particulier, qu'il ne voulait plus alimenter le sentiment de confrontation entre le gouvernement québécois et le gouvernement canadien. Et donc, il s'adressait directement, à partir de maintenant, au gouvernement canadien. C'était un grand moment de solitude pour nous. Mais bon, voilà, c'est son choix. Et il a dit avec un grand sourire en donnant la Légion d'honneur à notre premier ministre de l'époque. Oui, à ce moment-là, c'était les conservateurs qui étaient. En 2014, François Hollande est venu au Canada. À ce moment-là, c'était le gouvernement conservateur qui était un conservateur de droite très rigide, alors que Hollande était plutôt socialiste. Enfin, mais pas rigide, voilà, pas rigide. C'est un socialisme flexible. Et donc, n'a pas pensé passer par le Québec, ne nous a pas parlé finalement, et il s'est adressé au Canada anglais. Tout ça pour vous dire que, entre-temps, j'ai créé un petit spectacle dans un CDN, dans une ville française, une ville que j'adore. Et c'était un solo avec une comédienne, et on louait pas, on nous avait prêté en fait des espaces, et la comédienne nous a dit, ça serait bien qu'on aille voir les gens qui nous ont accueillis. Donc, on a pris l'ascenseur, on est monté en haut. On est allé voir l'administration et on s'est retrouvé devant une personne qui était administratrice, en fait, de ce lieu, qui était une femme, j'imagine, être d'une immense culture et d'une grande intelligence. Et quand elle a entendu mon accent, elle m'a dit « Vous venez du Québec, c'est formidable, j'adore Gilles Vigneault, chantez ». Et tout d'un coup, je me suis senti comme un caniche. Et cette dame, avec sa grande délicatesse, m'avait tout d'un coup collé la tête sur le plafond de verre qui existe entre un artiste avec l'étiquette francophonie et un artiste avec l'étiquette France, en fait. Il y avait une différence, il y a un plafond de verre entre ces deux réalités. Et je vous donne cette anecdote-là, et je suis malhonnête parce que j'ai rencontré énormément de gens super accueillants qui m'ont entendu, écouté, reçu et qui ont été d'une immense générosité en France à différents endroits. Mais cette rencontre en particulier m'a quand même frappé parce que la seule différence qu'il y avait entre elle et moi, c'était uniquement la façon dont je prononce la langue. Alors, j'imagine même pas ce que ça peut être au niveau de la couleur de peau. Parmi les gens que j'ai rencontrés qui ont été fantastiques, je pourrais dire que mon accueil à Limoges fait partie de ces moments de grâce où j'ai rencontré une équipe formidable. Et je suis très heureux du rapport que j'ai eu le temps de lire ce matin. J'en comprends peut-être pas tous les tenants et aboutissants avec une lecture en diagonale, mais et je vais laisser Gertie prendre le côté plus analytique ou plus... comment je pourrais dire? Voilà. Enfin, j'étais assez content de l'affirmation que je trouvais relativement concrète. Et pour moi, un discours qui n'est pas uniquement de la volonté ou des désirs et tout d'un coup d'arriver, mais avec des choses plus concrètes, je trouvais ça intéressant. Maintenant, il y a une évolution dans les rapports qu'on peut avoir. Par exemple, cette année, l'année dernière, j'ai eu d'excellentes conversations avec des artistes qui venaient de la Suisse, de la Belgique, du Cameroun, mais avec très très peu d'artistes français. Nous avons des discussions de très très haut niveau, esthétique, intellectuel, littéraire, à Limoges, mais je rencontre très peu de Français, qu'ils soient artistes ou programmateurs. Je vous le dis comme ça, tout simplement, c'est une réalité. Et donc, quand on parle de... Parce que la question de la conversation est de quoi les artistes ont-ils besoin? Je pense qu'il y a ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait cette rencontre et qu'on dépasse le stade de l'exotisme, de la découverte de « oh, c'est bien joli », pour qu'il y ait une véritable rencontre et il y a ensuite un apprentissage qui doit être fait de l'autre. Et dans cet apprentissage-là, ce que je pense avoir compris de mes discussions, c'est que il faut que l'autre puisse parler. Je ne peux pas parler à la place de l'autre.
Il faut à un moment donné que l'autre ait les moyens de production pour parler en son propre nom de sa réalité. Qu'on ne peut pas toujours aller vers l'autre et lui dire, voilà, parle-moi, je vais, moi, me servir de ma structure et de mes financements pour faire un excellent spectacle. Il faut que l'autre puisse prendre les moyens de financement et puisse avoir accès à la structure pour dire qui il est réellement. Sinon, à travers mon point de vue, je vais toujours raconter son histoire de mon point de vue. Et je crois que nous en sommes tout simplement à cette étape. Et je crois qu'on pourra parler de l'affaire Kanata qui a rejailli cette année. C'est ce que j'en retire, en fait. On est rendu à un moment où on ne peut plus simplement s'intéresser à l'autre, il faut aussi le laisser parler. Voilà, et je me tais là-dessus. Merci. Alors, merci. Je vais essayer de parler à deux endroits en tant que créateur et puis en tant que directeur en ce moment aussi. Donc, puisqu'on parle de la création, de l'accueil des artistes francophones et tout. En tant que créateur, je ne suis pas un créateur francophone. Et je le dis, j'insiste là-dessus. Je suis un créateur. Et je ne suis pas un francophone. D'ailleurs, je travaille très peu en France. Et je vais dire des choses, parce que je ne sais pas faire autrement. Le système de production ou de diffusion français est trop compliqué pour moi. Ouais. Voilà, donc je ne suis pas créateur francophone, je suis créateur de nationalité française, burkinabé, suisse, malienne. C'est des papiers pour moi, c'est bien pour fonctionner, pour circuler. Je dis ça pourquoi? Parce que vraiment, c'est pas une boutade ou quoi. En 2013, j'ai créé le Décaméron Nègre, donc Negro, en espagnol, au Théâtre Canal à Madrid. J'ai créé les Bacchantes en espagnol au Théâtre National à La Havane, à Cuba. Et j'ai créé l'Iliade au Portugal de Sesc de Sao Paulo, en portugais. Et j'ai créé un spectacle à l'Institut français à Tokyo en japonais, avec des Japonais. Donc, la question de la langue française n'est pas une question pour moi, c'est la question de qu'est-ce que je porte comme préoccupation au niveau du fond et des esthétiques que je veux proposer au débat de la création à un temps donné sur un territoire donné. Je le dis parce que l'énergie que j'essaie de prouver, de donner, de prouver aux créateurs, disons aux diffuseurs français, un certain type de diffuseur français, dire que vous savez, je suis aussi un artiste, vous pouvez aussi voir ou écouter ce que j'ai fait. C'est un temps de création pour moi, c'est trop compliqué. Puisque en tant que directeur, j'assiste au débat, et quand on arrive à pousser les collectivités ou l'État à dire allez-y, vous, si vous arrivez à mettre 2 spectacles d'outre-mer dans votre programmation, vous aurez tant de francs de plus, tant d'euros, ça devient grave. Ou quand j'entends à une réunion de directeurs, on dit oui, je vais à la chapelle du Verbe incarné voir un spectacle. Ah bon, tu as un quota à mettre de couleurs à mettre dans ta programmation? C'est d'autres programmateurs qui posent des questions comme ça. Je pense que c'est assez grave. Je parle de cette année, hein, c'est pas d'autres. Et puis en plus, c'est pas des boutades, c'est une discussion, ça sort comme ça. Donc, et je pense que le problème est ailleurs. Le problème est au niveau des gens qu'on met à la tête des établissements. On ne parle pas souvent de ça. Et quand on regarde, c'est à peu près le même pédigré de personnes.
Donc, la même manière de penser, la même manière de voir le monde. Et donc, c'est fermé. Et ça, c'est un constat. Voilà, on ne parle pas souvent des gens qui dirigent les lieux ou les festivals. Attention, ce n'est pas de leur faute. Ils sont pas ouverts à d'autres choses, ils ne sont pas ouverts à d'autres curiosités. Donc, je pense on va parler du contenu des créations, de l'esthétique, mais quand on n'a pas réglé aussi ce problème en même temps, le problème demeurera. Ça, c'est sûr. Nous sommes combien de Français d'origine étrangère qui dirigent une maison institutionnelle en France, avec la France avec toute son histoire? C'est quand même symptomatique. Et chez vous, au Québec, vous avez eu un ministre de la Culture d'origine camerounaise. Et Maka Koto, vous savez pourquoi il s'est trouvé au Canada, au Québec? Je vais vous dire, on était ensemble. Il était sans papier en France. C'est vrai? Oui. Et il était comédien avec moi. On faisait des castings ensemble. Il n'a jamais eu ses papiers en France. Et il est part au Canada et il était ministre de la Culture. Ceci dit, il y a du chemin quand même aussi à faire à d'autres endroits. Mais oui, mais... Oui, mais je le dis, mais c'est symptomatique. Hein, moi, je dis ça. Je pose le débat à un autre endroit. Il y a l'endroit de la création, l'endroit de ce que vous voulez, mais il y a l'endroit de la volonté politique aussi. Et c'est pour cela que je pose la chose. Et puis, j'ai fini. Moi, j'ai prouvé aujourd'hui que les créations que je fais, je l'ai dit à la DGCA le lundi dernier, j'ai dit prenez les directeurs de CDN, venez, combien de spectacles ils ont créés les 5 dernières années, les spectacles ont joué combien de fois, et où, et venez, je ne suis pas directeur de CDN, mais les spectacles ont joué combien de fois et où. J'ai dit, posons les choses. Moi, je joue dans les théâtres municipaux, c'est génial, c'est extraordinaire. Et je joue beaucoup. J'ai fait un spectacle au mois de... Il y a une question qui a été abordée par Paul et par Xavier et qui est importante, c'est la question des moyens supplémentaires. Mais qui dit moyens supplémentaires, tel que je l'ai compris, il y a des moyens, je dirais, d'incitation et d'accompagnement qui pourraient donner envie ou en tout cas soutenir les lieux d'accueil. Je serais quand même intéressée de savoir la proportion qui serait accordée, si toutefois vous la connaissez, aux artistes directement. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a dans votre rapport, dans vos projets, dans ceux de la ministre, l'idée d'un fonds ou l'idée d'un programme qui ne soit pas forcément, comment dire, sous le regard de l'administration française, c'est-à-dire de l'ONDA, de l'Institut français, mais qui soit un fonds dédié, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, auquel les artistes francophones pourraient soumettre des demandes. Parce que dans ce que j'entends, et qui me paraît très prometteur, c'est certain, il y a quand même toujours le filtre du regard français sur les artistes francophones, avec l'idée de la programmation, de la diffusion, c'est très bien. Voilà. C'est bien, enfin je veux dire, on est content que ça va exister. Malgré tout, le problème, c'est quand même aussi l'accès aux moyens. Alors, puisque vous vous êtes axé quand même beaucoup sur le continent africain ou les pays dits du Sud, on sait bien que leurs objets sont parfois victimes de manque de moyens, de manque de temps de travail, de manque de facilité technique, de compétences d'accompagnement en production ou en scéno. Donc, est-ce qu'il y a quelque part un projet qui permettrait, dans ce dispositif, de ne pas passer par le filtre des programmateurs, mais d'accompagner réellement les artistes dans la solidité de leur projet? Donc, je m'adresse à vous. Je peux dire juste
un petit mot, juste pour dire que normalement leur table ronde est terminée, que donc maintenant c'est la nôtre. Hein. Et que oui, je soutiens entièrement ton interrogation, mais je tenais à faire cette petite remarque au passage. Et effectivement, que c'est peut-être l'un des points qui est en relation avec la question de la langue française, mais de la langue française au point de vue politique. Et je ne parle pas de la langue, hein, je ne parle pas du français qu'on est en train de parler là. Elle n'y est pour rien. Et elle n'y est pour rien, cette pauvre et brave langue. C'est nous qui sommes pour quelque chose. Et donc, là, il y a d'abord la question du surplomb, c'est-à-dire comment est-ce que je suis en mesure de dire voilà ce que c'est que le théâtre, voilà quelle doit être la création, etc., etc. Voilà comment les gens doivent faire du théâtre, voilà comment ils doivent être formés, voilà par qui ils doivent être formés, etc., etc. Et c'est donc encore nous qui formons, premièrement. Mais deuxièmement, la question qui est la plus intéressante, c'est comment ce qui se crée et ce qui sort du territoire, des territoires, de tous les territoires, d'Afrique, de la Caraïbe, de partout, d'Asie, comment ce qui en sort a une capacité à transmettre également. Et cette capacité à transmettre, cette capacité à déplacer le regard, à déplacer le mode de création, etc., et il ne leur est pas offert. On n'a pas posé ces questions de cette manière quand il s'est agi du théâtre européen. Or, il y a un monde entre le théâtre belge de langue flamande, il y a eu un monde. Maintenant, ils ont contaminé la France, donc la France s'y est mise. Mais il y a eu un monde entre la création contemporaine belge de langue flamande et la création française. Et cette différence, cette énergie, cette manière de bousculer les formes, c'est faite dans une langue étrangère. Pas en français. Et on a fait le boulot. On était là, on regardait les pièces, c'était surtitré, etc., etc. Et pendant qu'on se bat avec le surtitrage, on voit qu'il se passe quelque chose sur le plateau et que cette chose qui se passe sur le plateau nous apporte quelque chose et vient nous bousculer. Pourquoi est-ce que une création qui se ferait, je ne sais pas moi, au Burkina Faso, dans une langue du Burkina Faso et pas forcément en français, et qui justement apporte, bouscule, interroge et forme, parce qu'on vous forme, hein, vous avez beau dire on vous forme, hein, c'est nous qui vous avons appris à mettre de la danse et de la musique dans le théâtre. Hein. Avant qu'on faisait ça, on nous disait c'est pas du théâtre ça. Donc on est en train de vous former, ok? Mais ça n'est jamais reconnu. Ce mouvement-là n'est pas reconnu. Enfin, pas jamais, mais bon, c'est moi qui parle, hein, donc c'est excessif. Je veux qu'on enchaîne sur la précédente table ronde. Mais vous pouvez répondre. Je ne sais pas si je vais laisser répondre après. Moi, j'ai quelque chose à dire. On ne veut pas parasiter cette table ronde. Simplement, comme on a été interpellé par Marie-Agnès, essayons d'esquisser une réponse. D'abord, je voudrais simplement rebondir sur le propos de Hassan, parce que nous aurions dû le faire tout à l'heure. L'une de nos principales recommandations à la ministre, très directement, c'était de mettre en œuvre une politique de nomination. Et ça figure très nettement dans le rapport Hassan. Tu pourras le voir. C'est la recommandation numéro 2, mais il y a toute une page là-dessus. J'ai pas encore lu. Oui, et épiloguant sur la fonction symbolique, sur la portée politique, sur la nécessité d'afficher. Ça recoupe des problématiques qui sont aujourd'hui très très présentes dans le débat public. J'ai dit la question de la représentation. La question de la représentation. Bon. Alors, est-ce que les artistes eux-mêmes directement vont bénéficier d'une manne accrue? Bon. Directement, je ne crois pas. Indirectement, sans aucun doute. Parce que quand on regarde comment va fonctionner ce système, j'ai un peu scrupule à parler d'un système puisqu'il n'est pas encore mis en place, mais ces différents mécanismes doivent constituer une sorte de système pour être efficace.
il est clair que les artistes, les créateurs vont en bénéficier. Bon. À commencer peut-être par les auteurs ou les créateurs qui se trouveront à la tête d'institutions, c'est vrai, puisque eux-mêmes pourront répondre à des appels à candidature ou à des appels d'offres. Mais les moyens qui sont conférés, des moyens supplémentaires qui sont conférés à ces institutions, eh bien, à commencer par exemple par le Festival de Limoges. Si le Festival de Limoges dispose de moyens de production accrus, les artistes en bénéficieront nécessairement. Or, c'est bien ce dont il est question. Mais vous pouvez rappeler les chiffres que vous avez mis dans le rapport. Par exemple, pour l'ONDA, vous dites globalement... Alors, pour l'ONDA de mémoire, je crois qu'il y a 52 000 euros pour l'outre-mer et 200 000 euros pour les créateurs francophones hors outre-mer. C'est un programme spécifique pour l'outre-mer. Et Afrique et Caraïbes en création, c'est 245 pour Afrique, 245 000 euros pour Afrique en création, je crois. Sachant qu'Afrique et Caraïbes en création est un programme qui va être repensé, entièrement repensé, et pour être vraiment dans l'accompagnement auprès des structures et des professionnels sur place, faire en fait de la coopération. Ce n'est pas Alain Monteil qui dirait le contraire. Hein. C'est reprendre ce qui était fait avant, tout simplement, et mieux le faire avec cette volonté d'évidemment de... Alors je crois que l'expression de l'Institut français me paraissait assez juste. C'est évidemment de ne jamais faire à la place, mais de s'effacer pour accompagner les professionnels encore davantage. En tout cas, pour reprendre un élément que j'abordais au début, et je pense que la circulation des artistes, appelons-les francophones, puisque c'est le sujet aujourd'hui, c'est plus simple, ne se fait pas que par la France. Il se fait, par exemple, au Festival du Jamais Lu, qui a accueilli de nombreux artistes, auteurs des Comores, de différents pays africains. Il se fait au Festival des Quatre Chemins, qui accueille des artistes français et d'autres pays, de Belgique, etc. Et donc, il y a aussi la question de notre côté un peu, comment on dit, centripète, quand ça vient vers le centre. Oui. C'est ça, c'est-à-dire qu'il faudrait... Non, Marie, l'exercice, c'était des recommandations au pouvoir public français. Voilà. Nous n'avions pas vocation à proposer des mesures nouvelles au gouvernement québécois, à l'Organisation internationale de la francophonie ou au gouvernement d'Haïti. C'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire qu'il faut aussi voir l'évolution des autres manifestations dans le monde. Je ne demandais pas des moyens, là. Je disais, si j'ai invité pendant 4 années successives un festival différent, le festival de Mansina, le festival de Ouaga, les Quatre Chemins, la Tunisie, etc., c'est bien parce que nous ne sommes plus seuls au monde à avoir cette ambition francophone, et que nous sommes, au fond, tiraillés par la Manche par d'autres initiatives qui nous montrent aussi d'autres façons de travailler entre artistes de langue française. Et là, je ne parlais pas du tout de moyens, je parlais de rayonnement, je parlais de circulation. Et de méthode aussi. De méthode. Ouais. Et par exemple, le travail exceptionnel que font Étienne Minungou et Aristide Tarnagda à Ouaga, en travaillant dans les cours, dans un quartier, nous avons modestement essayé non pas de le copier, mais de le citer lors de notre festival il y a 4 ou 5 ans. Je dois dire qu'il nous inspire. Le travail de Guy Régis, sur lequel je me suis nourrie pour créer ce Poésie Pays qui finalement est revenu en Haïti, il nous inspire. Et je voudrais que puisse être reconnu, non pas dans un rapport, parce que ce n'est pas l'objet, mais dans la philosophie même de votre travail. C'est exactement ce que disait Gerty. Hein, c'est voilà. Comment recevoir après de ceux auxquels on a imposé quelque chose, comment recevoir quelque chose d'autre. Voilà. Et c'est pas pour rien que Théâtre Ouvert invite le Jamais Lu
dans ces murs, parce que vous nous inspirez, parce qu'il y a d'autres manières de travailler, d'autres sensations, d'autres curiosités. Et moi, la grande fierté que j'ai maintenant, c'est quand j'entends, par exemple, Étienne dire, mais si nous, on a créé les récréatrales à Ouaga, c'est parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait que le Festival des Francophonies et qu'on se rencontre entre nous qu'au Festival des Francophonies. Donc tout ça, c'est un monde multipolaire francophone qu'il faut avoir en tête, je crois, mais encore une fois, je ne m'adresse pas spécifiquement à vous, parce que je sais que vous le savez, et que ce rapport ne répond pas à cette question précise. Non, mais si, le rapport ne cesse de citer les récréatrales, voilà. le Cap Et je crois qu'il faut qu'on soit conscient de ça. L'univers des mots à Conakry, c'est pratiquement à toutes les pages. Oui, mais je ne l'ai pas encore lu. Enfin, en tout cas, nous... Mais c'est merveilleux. Tu l'as lu très vite, Gerty, tu l'as lu très vite. Moi, je... oui. J'avais pas vu. Alors, et puis il y a des mails qui circulent, il y a des gens qui, je crois que je ne sais pas comment on va faire, mais Marie-Agnès qui gère le débat. Autrement, je voulais parler de cette histoire de francophonie ou pas francophonie, d'ouverture à l'autre, je dirais, du point de vue de l'action culturelle. On n'en parle pas assez. Moi, je dis que faisons attention justement à toutes ces maisons labellisées où il y a un cahier des charges d'action culturelle, etc. Et les actions culturelles sont tellement les mêmes qu'on forme les mêmes types de spectateurs. Et donc, qui sont soi-disant pas prêts à écouter ou à entendre d'autres points de vue. Et je pense que des préconisations pourraient aller vers ce travail parce qu'on forme les artistes de demain, mais on forme des spectateurs de demain aussi là. Et l'action culturelle, pour moi, est un lieu important de travail si on veut ouvrir la France, je parle en général, de notre histoire, de notre question d'aujourd'hui aux esthétiques et aux préoccupations du monde. Voilà. Je crois que Guy Régis, tu voulais intervenir. Je préfère les questions, comme ça on répond. Okay. J'ai le droit. Allô. Et après on prend les questions. Je voulais justement un peu décentrer en tant que nord-américaine un peu la question parce qu'on a parlé à très juste titre. Moi, je crois beaucoup aux initiatives qui partent de la base, que ce soit en politique ou en art ou quoi que ce soit, quand les désirs personnels et les désirs de rencontre viennent des gens qui travaillent sur le terrain. C'est très porteur pour l'avenir et c'est un devoir des structures d'écouter ça. Par contre, je dirais quand même, quand je vois une journée comme aujourd'hui, moi, ça me ravit parce que ce genre de journée, de ce genre de discussion et ce niveau de discussion sur un vivre ensemble international n'existe pas beaucoup chez nous. Et ça, c'est une force que, tu sais, j'entends qu'on relève beaucoup les manques du rapport et de la journée, mais quand même, je trouve qu'il y a une valeur à toutes ces questions et à cette vision-là qui tente et qui veut se renouveler. Moi, je pense qu'au Québec, on devrait s'inspirer d'une telle journée, la faire vivre et peut-être... parce qu'en fait, ce qui existe présentement au Québec, toutes les initiatives, c'est vrai pour tous les théâtres qui se sont créés. D'ailleurs, je suis assez bien placée pour en parler. On a créé le Théâtre aux Écuries, qui est le dernier théâtre soutenu par qui a ouvert ses portes il y a 6 ans. On est 6 cofondateurs, dont le Jamais Lu. Et à l'instar de tous les autres théâtres au Canada, à l'exception d'une scène nationale, tous les théâtres sont créés par des initiatives personnelles, par des volontés individuelles et des gens qui se retrouvent autour d'un projet et qui vont cogner aux portes des politiques. Il n'y a aucune volonté politique de développer la pensée artistique. Je suis un peu radicale en disant ça, mais quand même. Tu me nuanceras. Là, je me permets de ne pas être trop nuancée. Et donc, quand on revient à la question du débat, de quoi les artistes auraient besoin au niveau international, c'est, je pense que la courroie de circulation de cette vision-là, c'est le meilleur de ce que la France peut exporter ou nous contaminer joyeusement. C'est cette hauteur de vue qui doit se faire à égalité, par contre, parce que c'est vrai qu'on tombe rapidement, mais on l'a abordé à moult reprises pour différentes raisons, mais il ne faut pas
en même temps dénigrer la fierté du filet francophone qui existe en France, qui est quand même assez fantastique, il faut le rappeler, parce que là, on entend des critiques, mais de mon point de vue nord-américaine, c'est fantastique et c'est un discours qu'on entend pratiquement jamais chez nous. Donc voilà, c'était juste mon petit... c'est-à-dire que si on décentre, des fois on voit les choses d'une autre perspective. Et il faut pas nier que la France est une force d'action vive. Nous, tu sais, je veux dire, le Québec, c'est tout petit. C'est quoi? C'est 7 000... On est rendu à combien? 7,5 millions. Je ne sais plus. C'est pour ça qu'on n'est pas politicien. Mais bref, le bassin d'artistes, le bassin de citoyens est pas tant énorme. On a une volonté et une fierté d'existence qui trouve écho dans des pôles et dans des réflexions comme on fait aujourd'hui. Puis effectivement, le Jamais lu est devenu ce qu'il est. Au contact des francophonies en Limousin. Je suis directement une enfant, un produit de cette présence-là. Ma première expérience fondatrice au niveau d'une rencontre des francophonies, ça a été une pépinière organisée par le CITF qui avait lieu à Avignon il y a, ça ne me rajeunira pas, peut-être 15-16 ans. Ça a été fantastique pour moi, tout à coup, de ma petite nord-américanité, je découvrais le monde, tout simplement. Et à partir de là, je me suis dit, c'est le même sentiment de découverte que quand le Jamais lu est né pour donner de la place aux nouvelles voix, après ça, pour créer l'égalité, la parité, etc. Donc, la progression de nos esprits va passer par le contact à l'autre. Et il ne faut pas dévaloriser le travail que vous faites. Il faut certainement l'améliorer. Voilà, c'était mon... Il y avait des questions, je crois. Alors, allez-y. C'est moi qui ai le micro. Bon, excusez-moi, je sais pas trop comment je vais venir là où je veux en venir, mais salut, c'est nous les jeunes. Et alors je pense qu'on n'a pas trop compris pas mal de références internes au théâtre et administratives, mais moi, là, sur le programme, j'ai marqué conscience et point de vue d'artiste, et ça me parle, ouais, voilà. Et comme plein de choses que vous avez dites, là, et c'est super. Et en fait, il y a quelques trucs qui m'ont touché, quoi, il y en a plein, mais là, comme ça, de tête, c'est à un moment où vous avez parlé de, là-bas, là, vous deux, vous avez parlé de plafond de verre et d'exotisme, et après du partage, quoi. Alors, moi, je sais pas trop ce que ça vaut, mais je vais vous partager un truc. On va voir. Et du coup, si possible, si vous pouviez après l'enrichir, en parler. Voilà. Alors déjà, pour l'exotisme, j'aimerais qu'on puisse laisser tomber pendant quelques minutes le monde des papiers. C'est vous qui avez dit ça à propos de les nationalités burkina ou françaises, machin. Bon, c'est des papiers. On a parlé pas mal du monde des papiers et dans la culture. Et c'est intéressant et j'imagine que c'est primordial. Mais du coup, quand on n'est pas dans le monde des papiers, là, quand on a mon âge et tous ces gens que je connais presque intimement, j'ai ma génération, quoi. J'ai vraiment l'impression de savoir qui on est tous. Et ça n'a pas trop... l'exotisme, c'est là où j'aimerais bien apporter un petit peu de... Je ne sais pas si ça va vous rassurer ou pas, parce qu'on n'a pas le même âge et on n'a pas la même expérience du tout, puisque moi, j'en ai pas d'expérience dans le théâtre. L'exotisme, on ne sait pas ce que ça veut dire, en fait. J'ai l'impression qu'on a oublié, heureusement, c'est le travail de peut-être nos parents ou des générations un peu d'avant, parce que vous n'êtes pas tous de l'âge de nos parents, heureusement, mais cette génération-là, ils nous l'ont pas transmise, donc ça, c'est cool. Et je pense que nous, en tout cas, on ne sait pas ce que ça veut dire, l'exotisme. On a oublié, ou peut-être parfois, voilà, c'est vrai que dans une ville, quand on va avoir un concert d'une autre nationalité, je ne sais pas si c'est francophone ou pas, peut-être dans la conversation ça va apparaître, mais c'est vraiment superficiel et les gens s'en foutent vraiment et on va très vite l'oublier parce qu'on est là pour un propos et des émotions particulières, quoi. Et ça disparaît très vite dans le public, chez nous on réfléchit pas, quoi. Et non, mais c'est là où c'est positif et où c'était super négatif dans votre génération qui avait besoin d'avancer, mais nous c'est bon, quoi. Non, c'est vrai. Ouais. Mais du coup, ouais, désolé. Je sais pas si je vais arriver à boucler. Du coup, ouais, désolé. Bon. Non, mais je comprends. C'est exactement, d'une certaine façon, quelque chose que je me dis tout le temps. C'est que dans la jeunesse,
il y a des rencontres, il y a du mélange, il y a des mariages mixtes. Hein. Moi, quand j'étais jeune, quand une femme blanche embrassait un homme noir dans le métro, j'entendais les gens dire « Ah, ben celle-là, elle aime le boudin noir ». Ou c'était dans le journal, bon, j'ai vu ça. Ça n'existe pratiquement plus, à part, Sud-Est. Hein, d'accord. Mais il y a donc cette force-là, ce mélange-là, cette capacité dans la jeunesse, parce que les gens ont grandi, ils sont allés dans les mêmes écoles, ils sont allés dans les mêmes universités ensemble, etc. Ils sont concitoyens. Et pourtant, les gens qui sont à la tête des théâtres Voilà, c'est là où je veux en venir. nous disent toujours que leur public n'est pas prêt. Et donc, ils ne tiennent pas compte de votre existence. Ils ont un public fantasmé dans leur tête, et ce public-là, il est en relation avec quelque chose dans lequel ils ont grandi, je ne sais pas où, mais c'est pas la France d'aujourd'hui. Ouais. Et donc, ça, c'est une vraie question. Et de dire, moi, je suis pas pour, contrairement au projet, enfin, au système qui va être développé, entre guillemets, dire il faut inciter, etc. Je comprends d'où ça part. Je comprends d'où ça part, de dire on va vous donner un peu plus d'argent si vous faites venir des gens des Outre-mer ou des francophones. Je comprends d'où ça part. Je comprends la bonne volonté qu'il y a derrière ça. On a vécu la même chose pour tout ce qui était les banlieues. Tout ce qui était les populations dites des quartiers sensibles. Et il y a des artistes, comme dit Akhenaton, hein, Akhenaton, il le chantait déjà dans l'un de ses raps, slam rap, ce que vous voulez, dans les années 90. Hein, les artistes, mon cul, viennent bouffer les subventions des SQ. Oui, développement social des quartiers, ça s'appelait subvention de développement social des quartiers, qu'on donnait à des théâtres, et il y avait des artistes qui n'habitaient pas dans ce quartier, puisque dans ce quartier, il est censé ne pas y avoir d'artistes. Et donc, chaque fois que nous sommes en train de discuter avec ces gens, ils nous disent « Oui, on est en train de former des publics. Oui, on est en train de former des publics. Oui, on emmène les jeunes Africains à l'école pour qu'ils deviennent un bon public. » Non, parmi les jeunes Africains, il y a des créateurs. C'est pas tous des gens à qui il faut apprendre à lire une scène de théâtre. Ils y vont avec vous quand ils sont au lycée. Ils y vont avec vous quand ils sont à l'université. Donc, disons à ces gens, mais regardez la France telle qu'elle est. Et arrêtez de penser qu'il y a une espèce de vieille France, aux cheveux blancs comme moi, qui ne comprend pas ce que c'est que de vivre avec des gens qui sont français eux aussi, mais qui ont des allures et des cultures différentes. Je compléterai. Excusez-moi, monsieur, c'est possible, puisqu'en fait, justement, j'avais vraiment pas fini. Et est-ce que c'est possible que... Non, parce que ça m'intéresse vraiment de vous entendre. Et en fait, mais c'est juste que j'aimerais trop que vous parliez après, mais peut-être avec aussi ce que j'ai dit après, parce que j'imagine que vous pouvez répondre sur plein de points que je dis. Là, je pensais même pas qu'on allait parler un peu de ça, mais bon, c'est cool. Et bon, bah justement, en plus, c'est bien. La France, on parlait du public fantasmé. Bon, bah voilà, il est là le public, donc c'est moi, et donc c'est bien, voilà, que je puisse en parler. Et bon, bah donc, je voulais juste dire, bon, par exemple, peut-être pour vous rassurer en tout cas, et ça va totalement dans votre sens, que du public fantasmé par le monde des papiers, que je reprends là, sur le fait que voilà, nous, l'exotisme, bon, voilà, on ne sait pas trop si c'est un courant d'art ou une genre de mode de vestimentaire ou un truc comme ça. Donc ça c'est bien, donc super, et j'ai l'impression que c'est acquis déjà, donc vous pouvez nous faire confiance. Peut-être moins aux têtes blanches dont vous parliez, je sais pas. Et donc vous basez sur nous, puisque vous êtes des créateurs et nous on est le public, donc enfin je sais pas, je pense qu'on peut être votre focus. Mais après ce que je voulais, c'est cette histoire de plafond de verre et tout. Je voulais savoir, moi du coup je le connais pas, parce que comme je vous dis ça n'a pas de sens pour nous.
à part superficiellement, et on l'oublie tellement vite que, bon, même moi j'ai oublié si je l'ai confronté. Et j'ai trouvé ça vraiment horrible, ce que vous nous avez raconté, quoi. Ça me touche, parce que du coup... On va essayer de vous répondre alors, parce que comme le temps... Ok, je vais vite. Alors juste, désolé. Et justement, mince, maintenant je sais plus où je voulais en venir. Bon. Oui, voilà. Est-ce que donc pour moi il n'existe pas ce plafond de verre dans le monde tout en bas du public, mais est-ce que est-ce que il y a dans le monde est-ce qu'il vous l'avez-vous ressenti autre part que dans le monde des papiers, par exemple avec une administrateur, une directrice est-ce que vous l'avez ressenti ailleurs que là en fait, ou est-ce que le problème il vient vraiment de là? Voilà. Je vais vous dire je peux vous dire une chose de mon point de vue à moi. Ouais, voilà. De mon point de vue à moi. Parce que la question est très large, ou le commentaire est très large, mais je pense que le milieu du théâtre est un milieu hiérarchique. Oui, mais c'est un milieu qui ressemble à la société dont il est issu. Je pense que la société française est aussi une société hiérarchique. Je pense que l'école que vous faites peut souvent prédéterminer l'accès à l'emploi. Et cette école-là peut être aussi conditionnée par le milieu dont vous êtes issu. C'est une société, je la regarde de l'extérieur et c'est le constat que je fais. Maintenant, on peut être d'accord ou pas d'accord avec ce constat-là et on peut en discuter après. Mais juste pour répondre sur ce point-là, je pense que le milieu du théâtre reprend les modèles que vous allez rencontrer dans la société. Et c'est quelque chose qui n'existe pas beaucoup chez nous, au Québec. Parce qu'on est sur un autre modèle complètement. Maintenant, juste un point, une anecdote. Je vais faire une pièce à Toronto, donc traduite en anglais. C'est une pièce avec 3 personnages qui viennent d'une même famille. Donc c'est 2 sœurs et un père. Et on est en salle de répétition et les comédiennes rentrent et je ne suis pas averti. Et donc, il y a une des sœurs est noire, l'autre est caucasienne et le père est asiatique. Et pendant 30 secondes, je me dis, mais ça ne sera pas possible, on ne pourra jamais croire que c'est une même famille. Et après 30 secondes de travail, j'avais complètement oublié leur origine. Et le public a passé aucun commentaire parce que là-bas, c'est rendu monnaie courante de faire ce qu'on appelle du colorblind cast, c'est-à-dire le théâtre est le milieu de l'humanité, et donc ce n'est pas la couleur que vous représentez. On fait tous partie de la même famille. Et donc, on peut jouer comme ça, et je pense sincèrement qu'on est rendu dans la culture française à s'inspirer un peu de ce qui se fait de ce côté-là pour réimaginer tout le répertoire, en fait. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Puisque la question m'était destinée très clairement, oui. Pour savoir, non, mais il veut savoir si oui, j'ai pas souffert de cette discrimination, mais je l'ai vécu souvent. Sauf que j'étais très armé pour ne pas en souffrir. Parce que j'ai eu la chance de travailler avec des gens qui m'ont montré que la grandeur était ailleurs, pas au niveau de la discrimination. Et je suis très heureux que des jeunes ne vivent pas ce que certains adultes vivent par rapport au système. Et j'espère que nous, les adultes, nous allons travailler pour que quand vous serez adultes, ça ait disparu. Donc c'est pour cela aussi que nous sommes là aujourd'hui pour ces débats-là. Bon, je voulais dire, il faut... Pour moi, j'ai beaucoup entendu parler d'institutions. Bon, de toute façon, il y avait une table ronde avant, quoi. Et on élude, on met tout le temps de côté l'esthétique. Moi, ce qui m'intéresse, ce qui fait que je suis là aujourd'hui, c'est parce que je suis artiste, hein, et j'étais venu parler de ça. Les difficultés, bien sûr, on les connaît, mais je pense que dans la création, on les dépasse. Le pouvoir que l'on a, c'est de créer. Moi, c'est mon seul pouvoir. Hein. Je ne sais pas si vous en avez d'autres. Bien sûr que je crée un festival, enfin je dirige un festival, et dans ce festival, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'esthétique. Donc, tout le combat qu'on peut mener en tant qu'artiste, c'est le plus important pour moi que d'être... je ne sais pas, quand j'écris un livre, je ne me dis pas que je défends la langue française, loin de là. Bon, je crois qu'on a fait une grande boucle. Vraiment, je vous remercie tous parce que chacun à l'endroit qui est le vôtre, vous menez des combats, vous nous les avez fait partager.
et nous montrer aussi qu'on est, nous, responsables, d'une certaine manière, de mettre en valeur aussi tout ce que vous pouvez faire, bon, au nom de la francophonie, certes, mais je crois aussi, tout simplement, au nom de l'intérêt, au nom de l'esthétique de vos créations, et aussi au nom du public qui a droit à connaître toutes ces propositions qui viennent d'ailleurs et qui enrichissent complètement le regard de citoyens français qui sont là, qui eux-mêmes viennent de partout et qui se constituent un petit bagage, je dirais, grâce à vous, en tout cas ici à Limoges. Et je voudrais remercier aussi Xavier et Paul, parce qu'on vous a un petit peu ressollicité en cours de route de façon imprévue, mais c'est normal, parce que c'est tellement important et on se sent tellement concerné, dans le bon sens du terme, par votre travail et par ce projet, que voilà, on vous a pas laissé partir. Et merci à l'université qui nous a accueillis donc aujourd'hui. Demain, la rencontre aura lieu à partir du matin à la bibliothèque francophone multimédia. Et donc, on se donne rendez-vous pour cette grande matinée. Ensuite, le prix Sony Laboutancy. Et puis, les ateliers et les conclusions des ateliers. Voilà. Bonne soirée. Et puis, j'espère profiter du festival pour voir des spectacles. Et on se retrouve... Et on se retrouve donc demain à la bibliothèque francophone multimédia avec un accueil avec